Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième séance du challenge de dimensionnement géotechnique francophone, pendant laquelle nous allons vous présenter les résultats de l'enquête qui a été lancée le 12 novembre dernier. Je m'appelle Alexandre Lopez, membre du groupe jeune du Comité français de mécanique des sols et de géotechnique, avec mon collègue Ahmed Hamza Medidar du Comité marocain de mécanique des sols et de géotechnique. Nous avons invité 3 ingénieurs habitués de la pratique géotechnique francophone qui ont constitué un mini-comité technique pour nous aider à analyser les exercices. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir M. Fad Kuiha et Jérôme Hassinet, président et vice-président de la commission scientifique et technique du CFMS, et M. Julien Habert, membre de la commission nationale des normalisations pour la justification des ouvrages géotechniques. Les mini-comités a étudié les exercices et a donné sa réponse à chacun d'entre eux. Ils vont commenter les résultats, nous présenter leurs réponses et les formalismes de calcul utilisés. Donc, sur la diapositive suivante, donc, nous allons commencer par vous présenter un bref rappel du contexte de l'événement, les problèmes proposés, les données du terrain fournies. Nous ferons par la suite un bilan des participations avec quelques statistiques générales sur les participants. Et ensuite, nos invités vous présenteront les résultats reçus et les réponses, commençant donc par les problèmes de fondations superficielles, ensuite les fondations profondes et les excavations. Si vous avez des questions pendant la présentation, donc vous pouvez les écrire sur les chats en vous identifiant. Nous allons les répondre à la fin. Donc, je voulais juste demander aux participants de vouloir couper leur caméra pour assurer une meilleure connexion pour tous. Et donc, on va pouvoir passer à la diapositive suivante, donc avec un bref rappel du contexte. Donc, cet événement, il a pour origine l'enquête internationale intitulée IRE Over Designing, qui a été lancée au début 2019 par les Corporate Associates Presidential Group, qui est le groupe formé par les membres collectifs de la Société internationale de mécanique des sols et de géotechnique. Alors, cette enquête, elle était composée de 10 problèmes de calcul géotechnique courants sur des profils des sols réels, caractérisés par des essais couramment utilisés dans la pratique. Alors, il s'agissait d'exercices de prévision de comportement et des exercices de dimensionnement pour lesquels les participants étaient sollicités de donner une réponse selon leurs pratiques usuelles. L'objectif de cette enquête était d'évaluer la cohérence des modèles de calcul et des méthodes de dimensionnement et de comparer ensuite les résultats avec des essais de chargement en vraie grandeur et des analyses de fiabilité. Alors, la présente version de l'événement, sur la diapositive suivante, elle comporte en fait les mêmes exercices que l'enquête originale. Elle est destinée aux praticiens francophones et il a été réalisée en collaboration entre les groupes jeunes du CFMS et les comités marocains de mécanique des sols et de géotechnique. Cette collaboration a été possible grâce à notre lien avec les groupes jeunes de la Société internationale et le Corporate Associates Presidential Group. Des événements similaires sont programmés dans d'autres pays et dans d'autres régions, notamment en Afrique, Australie, Asie, Amérique du Sud et Canada. Alors, on verra dans la diapositive suivante un aperçu des exercices proposés. Donc, nous avons 3 types de problèmes géotechniques, de fondation superficielle, fondation profonde et les excavations, donc, comme vous voyez sur ces schémas. Donc, les exercices sont divisés en 2 groupes. Donc, les premiers, des exercices de prévision, donc où les participants doivent donner une estimation du comportement réel de l'ouvrage, donc soit estimer la capacité portante ou une courbe de comportement type charge-déplacement, telle qu'est mesurée dans un essai de chargement réel, et des exercices de dimensionnement, où le participant doit donner des dimensions de la structure pour assurer son bon fonctionnement dans le respect des normes et des codes de calcul selon sa pratique. Alors, en ce qui concerne le terrain, il s'agit de 2 profils de sols réels, caractérisés par des essais couramment utilisés. Donc, voici un aperçu des données disponibles pour les sites argileux, donc où on trouve des argiles raides, fortement surconsolidées. Donc, nous disposons des essais in situ type SPT, CPT, pressiométrique, des essais de laboratoire, donc type triaxial, caractérisation et autres, que je ne présenterai pas tous ici. Donc, les participants devaient utiliser ces données accompagnées
d'une description des couches des sols et de la position de la nappe pour déterminer les paramètres des calculs pour résoudre ces exercices. Donc, on peut observer voilà, une première difficulté qui peut avoir lieu notamment à cause du nuage des points qu'on observe sur ces graphiques. Donc, on voit ici les essais disponibles pour les sites sableux, donc composés par des sables denses avec des passages limoneux, argileuses. Même principe, des essais SPT, CPT, pressiométriques. Et voilà, donc suite à cette brève introduction, on peut passer à la diapositive suivante et je laisse la parole à mon collègue Hamza qui va nous présenter des statistiques de participation à cet événement. Merci Alex. Je tiens d'abord à remercier nos participants. Vous étiez nombreux à nous envoyer vos réponses. On a reçu un nombre total de 55 participations de 8 pays, 3 pays européens, 4 pays africains, plus le Canada. Dont la moitié des réponses reçues vient de la France, un quart du Maroc. Il y en a encore 4 réponses du Canada, 4 de la Belgique, 3 du Sénégal, 2 de la Tunisie, une seule réponse pour l'Algérie et la Grèce. Diapo suivante. D'après les infos regroupées, on pouvait constater que la plupart des participants ont moins de 10 ans d'expérience, avec un nombre total de 31 participants, plus encore 6 étudiants. De même, il y avait 11 participants avec une expérience variant de 10 à 20 ans, 4 participants de 20 à 30 ans, et il y avait même 3 participants avec une expérience supérieure à 30 ans. Diapo suivante. De plus, si on voit les participations sous forme des catégories de profession, on peut dire que la majorité des participants sont des praticiens, avec 34 participants travaillant en bureau d'études ou comme consultants. C'était l'équivalent de 60% des participations. En plus, il y avait 9 participants travaillant en entreprise de construction ou en laboratoire de géotechnique. On a eu encore 20% des participants du côté académique. Il y avait 7 enseignants, chercheurs et doctorants, plus 5 étudiants en cycle d'ingénieur et de master. Donc, c'était les statistiques générales. Il y aura encore d'autres statistiques de participation présentées par nos invités pour chaque exercice par la suite. Alors, sans tarder plus, on passe directement à la partie pratique. Donc, à vous la parole, Jérôme. Merci Hamza, merci Alexandre. Donc on va commencer par les fondations superficielles et peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, une remarque générale. Donc pour chaque exercice, nous allons comparer les prévisions de notre comité technique avec les réponses des participants. Alors nous n'avons pas la prétention de considérer que nos prévisions constituent la bonne réponse. La vérité, c'est celle du terrain et nous la connaîtrons quand la Société internationale de mécanique des sols dévoilera les résultats des essais de chargement en vraie grandeur. Voilà pour cette remarque préalable. Donc commençons par les fondations superficielles. Donc nous avions 2 exercices de prévision de capacité portante pour des semelles filantes et semelles carrées, et puis un exercice de dimensionnement. Donc il s'agissait de déterminer la largeur minimale de la semelle carrée. Donc vous avez le nombre de réponses que nous avons reçues, donc un nombre significatif de réponses. Et vous avez aussi une idée des variations des résultats, puisque pour les exercices de prévision de capacité portante, la charge ultime peut varier dans un rapport de 1 à 4, voire de 1 à 10, suivant les exercices. En revanche, pour l'exercice de dimensionnement, sur la largeur de la semelle, vous voyez, ça varie de 1,7 à 3,3, donc on est dans un rapport de 1 à 2. Donc passons au premier exercice, donc une semelle filante, largeur 2 mètres, encastrée de 75 cm dans un profil argileux. 2 questions, la charge à la rupture tout d'abord, et ensuite la charge P25 qui conduit à un tassement de la semelle de 25 mm à long terme. Donc on peut commencer par voilà, visualiser les réponses des participants, donc 25 réponses. Et on voit que les participants se sont appuyés soit sur les essais au pressiomètre, au CPT ou sur les paramètres de cisaillement pour leurs prédictions. Donc, quant au comité technique, si on passe à la diapo suivante, nous avons
nous nous sommes appuyés sur la norme d'application nationale, la 94-261, et nous avons estimé la charge à la rupture à la fois à partir de la pression limite au pressiomètre, à la fois à partir de la résistance de pointe, donc au pénétromètre statique, et puis aussi à partir de la résistance au cisaillement non drainé, à partir du CU, soit à partir des essais triaxiaux, soit déduit par corrélation des CPT ou des pressios. Et quelle que soit la méthode utilisée, on a une charge à la rupture qui varie peu, enfin voilà, dans une fourchette de 900 à 1200 kN par mètre. Donc on se rend compte qu'une majorité des participants obtient un résultat qui tombe dans cette fourchette, 900 à 1200, peut-être à l'exception voilà, des résultats qu'on voit à droite, où on a probablement une surestimation de la charge à la rupture, et c'est lié à voilà, probablement une surestimation. Enfin, ces participants ont utilisé les paramètres de cisaillement drainés, donc on fait une estimation de l'angle de frottement, et c'est probablement a conduit à une surestimation de la charge à la rupture. Maintenant, pour la charge provoquant un tassement de 25 mm, alors les participants soit se sont appuyés sur des méthodes semi-empiriques, la méthode de Ménard à partir du pressiomètre, soit sur des méthodes élastiques, ou alors ont utilisé les éléments finis, ce qui explique un petit peu la dispersion des résultats. Concernant le comité technique, nous avons utilisé encore une fois la norme fondation superficielle, et on a utilisé la méthode des modules pressiométriques, ce qui a conduit à un P25 de l'ordre de 270 à 440 kN par mètre. Alors on a une variation en fonction des hypothèses de modules pressiométriques, en particulier dans la partie sphérique, juste en sous-face de semelle. Et puis c'est lié aussi à la valeur de alpha, donc on avait retenu une valeur de alpha de 1, puisqu'on a une argile surconsolidée. Maintenant, ce P25, si on le ramène à la charge à la rupture, on a un P25 voilà, de l'ordre, on va dire, de 33% de la charge à la rupture. Donc on a un P25 qui correspond plus ou moins à P ultime sur 3, donc plus ou moins à une charge de service. On a l'habitude de dire que sous la charge de service, le tassement d'une fondation superficielle, c'est B sur 100. Là, la largeur de notre semelle, c'est 2 mètres, B sur 100, c'est 20 mm. Donc on retrouve les ordres de grandeur habituels, un tassement de l'ordre de B sur 100 pour une charge de service qui vaut à peu près P ultime sur 3. Et voilà. On va passer maintenant à l'exercice suivant, vraiment très similaire. Ce qui change, c'est une semelle carrée cette fois, de 2,25 mètres de côté. Et puis, le profil, c'est un profil sableux. Donc, pour la charge à la rupture, on a voilà, l'ensemble des réponses des participants, avec encore une fois une forte variation. Nous avons estimé de notre côté la charge à la rupture à partir des méthodes pressiométriques et puis à partir des méthodes pénétrométriques. Donc sur la diapo suivante, on voit que le comité technique obtient une charge à la rupture voisine de 400 tonnes, 4000 kN. Alors un petit peu moins quand on se base sur les résultats au pénétromètre statique, un petit peu plus quand on utilise le pressiomètre. Encore une fois, là, ça correspond à peu près on va dire, à la moyenne des réponses des participants. La partie de droite, c'est une nouvelle fois des participants qui ont utilisé la méthode des paramètres de cisaillement drainés, et donc qui ont estimé l'angle de frottement à partir du CPT ou à partir des données disponibles. Pour la charge provoquant un tassement de 25 mm, voilà, de fortes disparités. Donc si on utilise la méthode pressiométrique, donc c'est ce que nous avons fait, ce qu'on va voir sur la diapo qui suit, on obtient une fourchette assez importante, voilà, un P25 qui varie de 2100 à 2900 kN. Alors ça dépend encore une fois de la valeur de alpha, du profil pressiométrique retenu, parce qu'on a un profil de module pressiométrique assez chahuté, en particulier en surface. Donc en fonction des hypothèses, on va obtenir une valeur de P25 qui varie. Donc on a une partie des participants qui ont trouvé ce type de valeur, d'autres qui ont des valeurs beaucoup plus faibles. Ce P25 correspond à peu près à 50 à 60% de la charge à la rupture. Donc entre guillemets, on est au-delà de la charge de service. On est au-delà de la charge de service et pourtant on a des tassements qui sont limités, qui restent de 25 mm, qui correspondent à peu près à B sur 100. Donc on n'est pas tout à fait dans l'ordre de grandeur que je vous ai donné avant. Alors probablement parce qu'on a des ratios E sur PL, des rapports E sur PL qui sont très grands, hein, qui sont supérieurs à 12. Donc on a retenu une valeur de alpha de 0,5 pour ces sables. Et malgré tout, peut-être qu'il aurait fallu une valeur de alpha légèrement supérieure à 0,5.
Et puis, après, on peut avoir aussi peut-être un doute sur la qualité des essais pressiométriques dans le sable en surface. Si maintenant, on a aussi testé la méthode de Schwertmann, hein, qui est proposée dans la norme 94-261, donc sur la base de la résistance de pointe. Et là, on obtient des valeurs de P25 plus faibles. Bon, je dirais que ça illustre un petit peu les difficultés rencontrées par les géotechniciens en fonction de la méthode utilisée. On peut avoir des résultats qui divergent assez significativement dans ce cas précis. Le dernier exercice de dimensionnement. Donc, on a ici une semelle carrée dont on doit déterminer le côté. Cette semelle, elle est soumise à une charge verticale constituée de la charge permanente d'un réservoir et puis de son contenu, qui est de l'eau. Et ce réservoir est soumis à une charge horizontale au vent qui crée un moment de renversement et donc qui conduit à une charge verticale excentrée. Alors, quand on dimensionne une fondation superficielle, on doit bien sûr tenir compte, étudier le glissement, le renversement, la capacité portante. Donc, je vais mettre de côté le glissement, hein, qui n'est pas dimensionnant ici. Donc, pour le renversement, il fallait il fallait considérer la combinaison de chargement la plus pénalisante, c'est quand le réservoir est vide et soumis au vent. Et puis pour la capacité portante, la combinaison la plus pénalisante, c'est quand le réservoir est plein. Et bien sûr, il fallait tenir compte de la charge inclinée et de la valeur de I delta. Donc les réponses qu'ont données les participants sont ici. Alors là, on a beaucoup moins de variations, puisqu'on a une largeur de semelle qui est proposée entre 2 mètres et 2 mètres 50. Alors, pourquoi si peu de variations? Tout simplement parce que le critère dimensionnant dans le cas précis, ce n'est pas la capacité portante, ce n'est pas le glissement, c'est le renversement, c'est l'étude de l'excentrement du chargement. Et l'étude de l'excentrement, c'est un critère géométrique, ça ne dépend pas du sol. Ce qui me fait dire sur le ton de l'humour que finalement les géotechniciens s'accordent lorsque le sol n'intervient pas. Alors voilà, donc si maintenant on regarde ce que le comité technique a proposé, alors vous avez peut-être remarqué que l'épaisseur de la semelle n'était pas donnée dans l'énoncé. Donc on a considéré une épaisseur de 1,20 m comme les exercices précédents. Ça conduit à peu près ça conduit à une largeur minimale de 2,10 m à 2,30 m. Alors 2,10 m si on considère le vent dans la direction des côtés du carré, et 2,30 m si on considère le vent dans la direction de la diagonale de la semelle. Et puis si maintenant on prend une épaisseur de semelle plus faible, donc 75 cm, ça conduit à une largeur de semelle plus grande, entre 2,30 et 2,50, donc le vent dans la diagonale étant également dimensionnant. Voilà, et finalement on se rend compte que quand on calcule le volume de béton, si on veut optimiser le projet, c'est le second cas avec la semelle de 75 cm d'épaisseur qui est la meilleure optimisation. J'en ai terminé. Peut-être avant de poursuivre, est-ce que Fad et Julien veulent ajouter quelques commentaires à ces exercices de fondation superficielle? Peut-être Julien, tu as des commentaires? Pardon, je croyais que toi aussi tu voulais intervenir, Fad, excuse-moi. Très bien. Donc moi, j'avais simplement un commentaire justement par rapport à ce dernier exercice. Donc là, l'idée, c'était comme l'a précisé Jérôme, c'est plus un critère d'excentrement qui se révèle être dimensionnant. Et je voulais simplement préciser que voilà, donc là, on fait référence, le dimensionnement qui est proposé, c'est en référence on va dire à la pratique française. Dans la pratique française, en fait, le critère d'excentrement, en réalité, est directement lié à un critère sur le seuil de décollement ou le taux de décollement que l'on autorise sous la fondation. Et en l'occurrence, ici, la combinaison dimensionnante dans le cas qui est étudié, c'est le LS caractéristique, donc sous l'effet du vent. Donc, c'est un chargement occasionnel pour cette combinaison-là. On s'autorise jusqu'à 25% de décollement. Donc, ça veut dire on doit garantir 75% de compression entre l'air comprimé et l'air total. Et c'est ça ce qui conduit donc à un critère d'excentrement et qui permet donc de dimensionner la largeur dans le cas présent. Voilà. C'est ça que je voulais rajouter. Très bien. Merci. Je donne la main, je pense, à Julien pour les fondations profondes. Très bien. Je vous propose de passer au cas suivant qui concernait les fondations profondes. Donc 3 cas différents, 2 cas de fondations profondes chargées axialement,
dans un premier temps dans un contexte argileux et dans un second temps dans un contexte ou un terrain sableux. Et puis pour finir, un cas de fondation profonde chargé cette fois-ci latéralement dans un terrain argileux. Les dimensions des différents cas sont rappelées ici. Donc on a 2 fondations relativement élancées dans un premier temps de 10 mètres de long et de 0,76 mètres de diamètre pour rappeler un peu les ordres de grandeur, alors que le pieu qui fera l'objet d'un chargement latéral est un peu plus court et se limite à 4,6 mètres dans le terrain avec une petite partie hors sol. Donc là, le nombre de réponses est rappelé, les ordres de grandeur, les intervalles des réponses. Donc sur les 2 premiers cas de fondation profonde chargée axialement, il y a eu 16 réponses avec des résistances ultimes limites qui variaient entre 1500 et 5000 kN pour le cas argileux, entre 1100 et 5800 kN pour le cas sableux, et puis un peu moins de réponses pour le cas du pieu forêt chargé latéralement, avec 12 réponses et une résistance qui varie entre 100 et 930 kN. On va avoir l'occasion d'y revenir. Sur la diapositive suivante, effectivement, là, on rappelle le détail du premier cas, le pieu forêt axialement dans un terrain argileux. Donc, c'est bien un exercice de prévision. Et si nous allons tout de suite sur la diapositive d'après, nous pouvons voir ici la répartition des différentes réponses. Donc là, pour estimer la résistance, la charge, limite la charge de rupture, les participants utilisaient différentes méthodes, certaines méthodes basées sur la résistance au cisaillement, d'autres méthodes basées sur le pressiomètre ou encore le pénétromètre statique. Et donc, on voit le développement des différentes réponses. Et de notre côté, le comité technique s'est également prêté au jeu de prévoir la résistance en se basant sur le règlement français actuel, la norme NFP 94-262. Et c'est vrai que quand on regardait ce projet-là, il n'y avait pas de précision sur le type de pieu forêt exactement qui était projeté. Donc c'est pour ça l'exercice a été fait de regarder l'importance d'un pieu forêt simple qui était bien adapté au contexte argileux, mais également l'importance d'un pieu forêt à la tarière creuse qui, dans les règlements d'exécution, sont raccrochés à la catégorie des pieux forêts, et ça permet d'obtenir, selon la méthode de calcul utilisée, soit basée sur le pénétromètre statique, soit basée sur le pressiomètre Ménard, l'intervalle qui est indiqué ici et qui recoupe assez bien les réponses des différents participants, un intervalle voilà, qui varie de 1900 à 2650 kN. Si nous allons à la diapositive suivante, nous pouvons voir la contribution relative de la résistance par frottement qui est présentée ici pour l'ensemble des participants. Donc, on voit que nous varions entre 35 et 80% de la résistance qui est apportée par frottement. Et toujours avec la même approche, le comité technique a estimé que cette part relative du frottement s'établissait entre 50 et 75%, encore une fois en considérant différentes techniques possibles à l'intérieur de la grande catégorie pieux-forêt. Donc entre 50 et 75% de la résistance qui était reprise par frottement. Dans un troisième et dernier temps, pour ce premier exercice, l'idée était de s'intéresser à la courbe de chargement qui est présentée ici de façon adimensionnée. Donc le taux de chargement est représenté en abscisse et le tassement correspondant est reporté en ordonnée. Donc là encore une fois, un certain nombre de réponses, certaines réponses toujours basées sur les caractéristiques de résistance au cisaillement, parfois complétées par l'essai pressiométrique, certaines réponses basées directement sur l'essai pressiométrique et d'autres réponses basées sur le pénétromètre statique, parfois complétées par l'essai pressiométrique. Donc effectivement, ici, on a un intervalle assez large des réponses, avec des réponses dont on voit que le tassement varie linéairement avec le taux de chargement, alors que d'autres réponses mettent en évidence une non-linéarité avec une évolution de la vitesse de tassement avec le taux de chargement. De la même façon, le comité technique s'est prêté à l'exercice de prévision de cette courbe de chargement. Et donc là, en se basant encore une fois sur le règlement français, en fonction de l'outil utilisé, ça a permis de délimiter le fuseau qui est indiqué ici. Donc des méthodes qui permettent de mettre en évidence les non-linéarités et donc qui expriment des taux de tassement qui augmentent avec le taux de chargement.
Voilà pour ce premier exercice dans un terrain argileux. On a le pendant dans un terrain sableux. La fondation profonde est la même, a les mêmes caractéristiques, même diamètre, même longueur. Elle est toujours forée. Et l'idée, c'est de s'intéresser au même sujet, la capacité portante, la contribution du frottement et la courbe de chargement-enfoncement, la courbe de chargement-tassement. Donc, si on regarde le premier sujet, la prévision de la charge de rupture, on voit ici la répartition des réponses des différents participants qui, là encore, ont utilisé différents outils, la résistance au cisaillement, le pénétromètre statique, le pressiomètre Ménard, également une réponse complémentaire qui se basait sur le SPT. Et le comité technique s'est prêté à l'exercice de prévoir la charge ultime également, toujours en se basant sur le règlement français. Alors là aussi, il se posait la question de la technique précise de pieux évoquée, parce qu'effectivement, dans les sables, on va plutôt privilégier la réalisation d'un pieu foré tubé avec un tube récupéré en première approche, mais on pourrait également mettre en œuvre des pieux latérales creuses. Et donc là, ça conduit à un intervalle qui est un peu plus distendu. C'est pour ça qu'on a reporté distinctement les prévisions pour un pieu forêt tubé récupéré, avec des valeurs qui évoluent entre 2300 et 3000 kN selon l'outil utilisé dans le règlement NFP 94-62, selon le pressiomètre ou le pénétromètre statique était utilisé, et puis des valeurs un peu plus hautes si on va chercher un pieu réalisé par la technique de la tarière creuse qui monte jusqu'à 4000 kN. Voilà pour le premier sujet de la résistance ou de la charge de rupture. Dans un deuxième temps, l'idée était de s'intéresser au frottement, de la contribution relative du frottement. Voilà la répartition des prévisions réalisées par les participants, avec encore une fois les différents outils utilisés et une contribution du frottement qui est relativement variable selon les participants. De notre côté, le comité technique s'est prêté également au même exercice et également, selon l'outil utilisé, selon la technique de fondation précisément considérée, il y a également un intervalle assez large de la contribution du frottement qui varie entre 40 et 70%. Enfin, pour le problème du pieu foré dans un terrain sableux, l'idée c'est de s'intéresser à la prévision de la courbe charge-enfoncement qui est toujours présentée par rapport à un taux de chargement, c'est-à-dire à un chargement adimensionné en abscisse. En ordonnée, nous retrouvons le tassement et là nous retrouvons différentes courbes de chargement qui ont été, là encore, sur la base des données à notre disposition, des réponses à notre disposition, établies sur la base de l'outil pressiométrique, de l'outil pénétrométrique ou des caractéristiques de résistance au cisaillement éventuellement complétées par des données issues des essais pressiométriques. Là encore, on retrouve certaines réponses qui font évoluer linéairement le tassement avec le taux de chargement, tandis que d'autres réponses expriment des non-linéarités et un accroissement du taux de tassement avec le chargement. Le comité technique a également réalisé une estimation de ce taux de chargement sur la base des méthodes présentées dans la norme NFP 94-262 et ça a permis d'obtenir le fuseau suivant qui est représenté en vert, qui regroupe bien un certain nombre de réponses qui avaient pu être exprimées par les différents participants. Voilà pour ce deuxième sujet. Nous pouvons passer au troisième et dernier exercice concernant les fondations profondes qui considérait cette fois un pieu sous chargement transversal, donc un pieu un peu plus court que précédemment, qui est situé dans le contexte argileux et un pieu qui comporte une petite partie libre en tête de 80 cm. Et en tête de cette partie libre est appliquée la charge latérale et l'idée c'est d'estimer la charge limite latérale du pieu, d'estimer dans un second temps la courbe charge-déplacement à long terme de ce pieu. Donc par rapport à ça, nous reportons dans un premier temps la charge de rupture transversale telle que mise en avant par les différents participants. On retrouve ici un certain nombre d'outils et de méthodes finalement différentes, parfois l'utilisation de méthodes analytiques basées uniquement sur les caractéristiques de résistance au cisaillement, d'autres méthodes basées sur les propriétés pressiométriques, et parfois également des calculs numériques
et qui exprime effectivement une certaine variabilité de la prévision de la charge ultime ou de la charge de rupture. Le comité technique s'est prêté également à l'exercice et donc en appliquant les éléments présents dans la norme NFP 94-262, une charge ultime estimée entre 330 et 450 kN a été estimée. Alors, bien sûr, cet intervalle s'explique notamment par les hypothèses spécifiques qui ont été réalisées pour pouvoir estimer la charge ultime. Et donc, comme on avait notamment le besoin de prévoir la charge ultime à long terme, il y avait un choix à faire sur la résistance du sol à long terme, et donc un choix en particulier sur la pression de fluage qui représentait une certaine fraction de la pression limite. Et puis deuxièmement, voilà, principalement, voilà comment a été établi cet intervalle. Dans un second temps, l'idée était de s'intéresser à la courbe, cette fois-ci, de chargement transversal. Donc là, c'est la flèche horizontale en abscisse qui est représentée en fonction du taux de chargement en ordonnée, taux de chargement, bien sûr, qui transcrit le chargement adimensionné. Et donc là, nous reportons les prévisions des différents participants en fonction des méthodes de calcul utilisées. Voilà, donc il y a une certaine dispersion, et le comité technique s'est également prêté à l'exercice en se basant de son côté sur les règles présentées dans la norme NFP 94-262, ce qui a permis d'établir le fuseau qui est présenté ici, toujours un fuseau en fonction, voilà, des hypothèses qui avaient été faites pour compléter l'exercice sur la résistance limite du terrain à long terme. Bien. Est-ce que vous peut-être juste commenter? Peut-être juste à titre de complément pour justement cet exercice de Pius sous charge transversale. Bon, c'est important à souligner que dans le corpus géotechnique français, la notion de charge ultime pour un Pius sous charge transversale, c'est c'est une notion qui est peu habituelle dans la pratique. Donc, pour un Pius sous charge transversale, en général, la sécurité ou le dimensionnement est principalement gouverné par la résistance structurale du pieu. Donc, qui est donc évidemment examiné à partir de modèles qui tiennent compte de l'interaction avec le sol et en l'occurrence qui plafonnent la réaction de sol au seuil de fluage, à la pression de fluage, comme ça a été précisé par Julien. Voilà. Et puis le deuxième commentaire, c'est simplement dire pour le comportement sous charge axiale qu'on vous a montré tout à l'heure, quand on dit qu'on applique la norme fondation profonde française, en réalité, c'est des modèles TZ, donc dérivés de la théorie on va dire, des courbes de transfert, qui sont calibrés empiriquement directement sur les propriétés pressiométriques et qui montrent une bonne cohérence avec les essais de chargement à chaque fois que ceux-ci sont disponibles. Voilà. Oui, peut-être pour prolonger juste ce que disait Fad, par rapport au comportement axial, souvent on note que l'utilisation des éléments finis, alors là on ne connaît pas forcément toutes les méthodes utilisées, mais l'utilisation des méthodes aux éléments finis conduit souvent à un comportement un petit peu trop souple des pieux. Donc le problème, ce n'est pas les éléments finis, mais c'est qu'il faut parfois ajuster les paramètres utilisés dans les calculs aux éléments finis pour avoir un comportement plus réaliste des pieux. Après, bon, voilà, on peut quand même souligner que l'exercice donne quand même une fourchette qui est peu étendue. Donc, ça veut dire on a, que ce soit pour le cas de terrain sableux ou pour le cas d'un pieu dans un terrain argileux, on a des estimations qui, dans la majorité, s'inscrivent dans une fourchette qui ne dépasse pas les 5 mm. C'est ça l'ordre de grandeur, ce qui est plutôt une bonne performance. Voilà. S'il n'y a pas d'autres commentaires, donc on passe au troisième volet, ce qui traite donc des excavations, des problèmes d'excavation. Donc là, on a eu un peu moins de réponses que pour les deux problèmes précédents, donc pour les problèmes de fondation superficielle et profonde. Donc là, pour les excavations, tous les exercices sont des exercices de dimensionnement. Donc systématiquement, on a dimensionné, on va dire, une excavation de 6 mètres de profondeur, que ça soit, on va dire, à travers un déblai naturel, donc avec une pente à déterminer, que ça soit à l'abri d'un écran butonné, on va dire, isostatique, donc toujours avec 6 mètres de hauteur, ou que ça soit à l'abri d'une paroi clouée dont il faut dimensionner, là aussi, la géométrie. Donc, que ça soit pour l'écran ou la paroi clouée, il s'agissait
d'un dimensionnement, on va dire, qui porte sur la géométrie. Donc, pour la paroi, pour l'écran butonné, c'est la fiche. Pour la paroi clouée, c'est la longueur. Et puis, les réponses que l'on a obtenues. Donc, là, pour le cas du déblai dans un terrain argileux ou sableux, donc on avait une quinzaine de réponses. Donc, avec une dispersion plutôt significative dans le cas des argiles, donc entre 15 et 39 degrés, et puis plutôt quelque chose de peu dispersé dans le cas d'un déblai dans un terrain sableux, sachant qu'il s'agit d'un déblai permanent. Et puis pour le cas de l'écran butonné, donc là on avait une dizaine de réponses avec une fiche et des fiches qui varient entre 2,3 et 9. Après, c'est vrai que 9 mètres, ça paraît, c'est une valeur en fait en réalité isolée par rapport aux estimations. L'essentiel des estimations varie entre 2 et 4 mètres, donc ce qui est un bon ordre de grandeur. Et la réaction d'ancrage, la force d'ancrage qu'on voit ici, P, les estimations donnaient quelque chose qui varie entre 50 et 300 kilonewtons par mètre. Pour la paroi clouée, on a reçu un peu moins de 10 réponses. Et donc, ce qui était attendu, c'est de donner, donc déterminer la géométrie, au fait, on va dire, du système de renforcement par clouage, en l'occurrence la longueur des clous, donc c'est-à-dire l'emprise horizontale de la zone à renforcer. Donc là, on a reçu des réponses entre, on va dire, entre 6 et une dizaine de mètres. Et puis, on avait à déterminer aussi l'anthrax ou l'espacement dans la direction perpendiculaire au plan. Donc l'anthrax, ce qui correspond à une sorte ce qui caractérise, on va dire, la densité des clous horizontale. Et là, on avait quelque chose qui s'inscrit dans une fourchette entre 1,5 et 2 mètres, et ce qui correspond aux ordres de grandeur habituels. Voilà. Donc si on rentre maintenant un peu plus dans le détail, donc le déblai permanent dans un terrain argileux, donc là c'est important de souligner qu'il s'agit d'un déblai permanent. Donc en réalité, contrairement aux problèmes habituellement traités de problèmes de remblai sur sol argileux, donc on apporte de la charge pour lesquels c'est le calcul en conditions non drainées qui est généralement dimensionnant pour la stabilité. Dans le cas d'un déblai dans un terrain argileux, c'est plutôt le contraire. Ça veut dire c'est le calcul en conditions drainées, en contrainte effective, et qui est en réalité dimensionnant pour la stabilité. Et donc, ce qui explique peut-être, je pense peut-être qu'il y a cette précision qui n'était peut-être pas suffisamment claire dans l'énoncé, et peut-être qui explique, selon moi, la dispersion qu'on a reçue, obtenue dans les réponses. En l'occurrence, on a des angles de talus bêta qui varient, en termes de dimensionnement, qui varient entre 15 et on va dire jusqu'à 37 degrés ou 39 degrés. Pour ceux qui ont l'habitude de plus travailler comme moi avec on va dire des pentes, j'ai mis ici quelques ordres de grandeur. Ça veut dire ce niveau-là, ça correspond à une pente de 4H pour 1V. Là, c'est 3 pour 1, 2 pour 1, 3 pour 2. Et en l'occurrence, ici, il s'agit sur un terrain argileux avec une certaine plasticité, comme l'indiquent un peu les essais d'identification disponibles. Donc, je pense qu'il faut être prudent dans le choix des angles de frottement. Donc, je pense que voilà, des estimations qui vont au-delà de 2 pour 1, ça semble un peu excessif pour un déblai permanent. Donc, dans les estimations qu'on a faites à titre indicatif, donc selon notre propre interprétation, on aboutit plutôt à quelque chose qui ne dépasserait pas les 3 pour 1 et qui peut aller, voilà, qui ne dépasserait pas le 3 pour 1, voilà, donc, et qui peut aller jusqu'à 4 pour 1 en horizontal, dans le cas où on serait un peu plus prudent dans le choix des propriétés de cisaillement. Donc, en termes de bêta, ça fait quelque chose qui varie entre 16 et 20 degrés. Pour le cas d'un déblai permanent dans un terrain sableux, les réponses étaient beaucoup moins dispersées. Donc, on va dire, si on regarde directement les réponses, globalement, tout le monde s'accorde pour proposer une pente qui est de l'ordre qui varie entre 23 et 26 degrés. Ça correspond exactement à ce qu'on obtiendrait. En fait, c'est quelque chose qui, voilà, on a un terrain sableux avec des CPT disponibles qui permettent de renseigner un peu sur l'ordre de grandeur de la densité relative attendue dans ce terrain-là. Et ça permet donc de situer donc, à plus ou moins 2 degrés l'angle de frottement. Et donc, c'est ce qui conduit donc à cette estimation-là pour garantir la stabilité à long terme. Après, évidemment, il y a pour cet exercice de déblai dans un terrain sableux, il y a sans doute des questions à se poser sur le plan des dispositions constructives qu'on met de côté. Donc, on suppose que c'est quelque chose qui est réglé dans les règles de l'art. Donc, en l'occurrence, théoriquement, dans l'énoncé, on vous annonce une nappe à 5 mètres de profondeur. Le déblai, il est à 6 mètres de profondeur. Donc, il y a sans doute des choses à réfléchir par rapport au traitement de la nappe et pour éviter, en l'occurrence, toute interaction avec le talus, éviter d'avoir des écoulements qui se développent à proximité immédiate du talus.
Donc voilà. Et puis pour l'exercice qui traite de l'écran de soutènement, donc là aussi c'est un écran de soutènement permanent, définitif, donc dans un terrain sableux. Donc là aussi, pour le terrain sableux, on a une nappe initialement à 5 mètres de profondeur. Et donc là aussi, il y a des questions à se poser sur le traitement. Donc on suppose qu'on va travailler à sec. Donc on va dire la nappe est rabattue entre guillemets à 6 mètres de profondeur. Donc ça fait un rabattement de 1 mètre par rapport au niveau théorique. Donc il y a une pression différentielle d'eau à prendre en compte. Et puis après, éventuellement, il y a des questions à se poser. Est-ce qu'il y a lieu ou pas de considérer un gradient permanent, donc, ou le régler à la source par les dispositions constructives. Donc, dans le cas de notre propre analyse, à titre indicatif, on a examiné les deux situations. Donc, comme le gradient est plutôt faible, ce n'est pas de nature à bouleverser les ordres de grandeur. Mais voilà. Donc, dans les estimations qu'on a proposées, il y a les deux cas qui sont étudiés. Et donc, comme résultat attendu, c'était la fiche de l'écran, la force de l'appui, la réaction d'appui, et puis le moment résistant minimum. Sachant qu'ici, on a une situation, on va dire, élémentaire de structure isostatique. Structure isostatique, ça veut dire l'écran se comporte comme une poutre sur deux appuis, entre guillemets, si on veut simplifier. Un appui au niveau du point d'ancrage, donc, et puis un appui au niveau de la butée. Et donc, c'est typiquement des situations pour lesquelles on peut faire pas mal de choses avec des modèles assez simples, des modèles aux équilibres limites, par exemple, avec la butée simple. Mais on peut aussi mettre en œuvre des modèles un peu plus élaborés qui tiennent compte des effets d'interaction sur structure, donc des modèles de coefficient de réaction ou des modèles éléments finis, mais pour lesquels il faudra quand même faire une hypothèse sur l'épaisseur et la rigidité de la paroi, par exemple. Donc néanmoins, donc, les estimations qu'on a reçues, comme vous pouvez le voir, globalement, ça s'inscrit dans une fourchette entre 3 et 6 mètres. Donc j'ai mis ici en ordre de grandeur, pour rappel, la hauteur soutenue, c'est 6 mètres. Donc c'est ce qui fait en termes de fiche, une fiche qui varie dans les réponses qui sont données, qui varient entre la moitié de la hauteur soutenue et la hauteur soutenue. Donc un demi H à H, H étant la hauteur soutenue. Donc, sachant voilà, les ordres de grandeur habituels pour ce type de configuration, ça veut dire un écran isostatique dans un terrain sableux avec une fouille noyée, au fait, les ordres de grandeur habituels, c'est entre 1,5 et 2 tiers de la hauteur soutenue. Dans un terrain sec, ça serait un peu plus faible. Donc voilà, donc ça c'est les réponses qui ont été proposées. Donc de l'autre côté, on a fait l'estimation au sens de l'approche 2 ou 2 étoiles qui sont donc préconisées dans la norme d'application nationale française pour les écrans de soutènement. Et on aboutit évidemment selon les hypothèses retenues pour l'angle de frottement, avec ou sans gradient, etc., avec ou sans prise en compte des effets d'interaction sur structure. On aboutit à une fiche qui est comprise entre 3 et 4,5 mètres. Et c'est ce qui permet de garantir la stabilité à long terme. Et la stabilité à long terme, on exige dans ce texte réglementaire une sécurité sur la butée qui est un peu plus importante en comparaison à un écran provisoire. Et puis, le cas pour ce qui est des sollicitations, on avait donc à déterminer la réaction à reprendre par l'élément d'ancrage, donc la réaction d'appui par mètre linéaire. Donc là, on avait des estimations qui variaient dans des proportions que je trouve significatives, entre, on va dire, une cinquantaine de kilonewtons par mètre et on va dire jusqu'à 130 kilonewtons par mètre, dans un rapport de 1 à 2. Et au fait, on se demande s'il n'y a pas une confusion par rapport à ce qui était attendu. Est-ce que c'est des efforts ELS ou ELU? Ce n'était pas explicitement précisé dans l'énoncé. En tout cas, quand on fait l'exercice, encore une fois, selon les recommandations de la norme écran, donc 94-282, on aboutit à des estimations en termes de réaction d'appui ELU de 90 à 120 selon les hypothèses retenues. Donc voilà, et on a le même constat, on va dire, dans le cas quand il s'agit d'établir le moment fléchissant maximal. Donc là aussi, on a des valeurs qui sont assez dispersées et on peut aussi s'interroger si certains participants n'ont pas indiqué plutôt des valeurs ELS à la place de ce qui était attendu, qui étaient des valeurs ELU. Mais néanmoins, en ordre de grandeur, quand on fait l'estimation, alors dans la pratique des écrans de soutènement en France, si vous regardez ce qu'il y a dans la norme écran en l'occurrence, il y a deux façons d'aborder le problème. Une qui est moins habituelle, on va dire, celle qui consiste à appliquer l'approche 2 au sens strict de l'Eurocode 7, ça veut dire on majore la poussée par 1,35, on minore la butée, on réduit la butée par 1,40 en l'occurrence, on majore la pression différentielle d'eau par 1,35, etc. Et c'est un calcul, ce type d'approche, on sait que ça conduit à une estimation par excès
des sollicitations. Donc là, ça permet de couvrir on va dire la borne supérieure des estimations que l'on a reçues, donc 270 à 310 kilonewtons par mètre linéaire. Si maintenant on met en œuvre l'approche dite 2 étoiles, qui, on va dire, une alternative, une variante de l'approche 2, et qui est parfaitement couverte dans, parfaitement couvert dans la norme écran, bah, en fait, là, on aboutit à des estimations qui sont, on va dire, 1,35 fois plus faibles, et donc à quelque chose qui est avec des moments qui sont compris entre 200 et 240, ce qui permet donc de couvrir une grande partie des réponses reçues, en supposant que ce soit de l'ELU. Et puis le dernier exercice, l'exercice de la paroi clouée. Donc je disais tout à l'heure, il n'y en a pas eu beaucoup de réponses. Donc d'un point de vue statistique, ce n'est pas nécessairement représentatif. Donc paroi clouée provisoire cette fois-ci dans un terrain sableux. Donc là aussi, pour même question que les deux cas précédents, ça veut dire il y a des questions à se poser sur les dispositions constructives à prévoir pour gérer la nappe. Donc là, une paroi clouée. Donc là, l'idée, c'est d'éviter d'avoir une pression hydraulique qui s'applique sur le parement. Donc on va partir du principe que ce point-là est réglé à la source. Et l'idée, ce qui était demandé ici, c'est de déterminer la longueur et l'espacement horizontal. Donc, évidemment, pour pouvoir proposer quelque chose, il y a lieu de faire des hypothèses. Et en l'occurrence, il y a des hypothèses, par exemple, sur le diamètre de forage, qui n'est pas précisé, des hypothèses sur le frottement limite, qui n'est pas précisé, mais qu'on peut apprécier au regard de la densité du sable qui est rencontré. Donc, voilà. Donc, en fait, les deux résultats attendus, c'était la longueur et l'espacement horizontal. Alors, pour la longueur des clous, l'ordre de grandeur, c'était quelque chose entre 7 et là, si je regarde cette fourchette-là, ça vous fait entre 7 et 9 mètres, ce qui correspond à peu près à quelque chose qui varie entre 1 et 1,5 fois h, h étant la hauteur soutenue. Donc, je signale que la paroi clouée supporte une charge de trafic, une surcharge de trafic de 10 kPa. Alors, ce qui est intéressant à souligner, c'est que quand on suit les recommandations de la norme clou, la norme clouage, en plus dans sa dernière version sortie en octobre 2020, en fait, ce qui permet de déterminer tout de suite la longueur, de figer tout de suite la longueur minimale qui garantit la stabilité, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de stabilité externe locale, qui consiste à assimiler ce massif-là à une sorte de mur poids dont on justifie le glissement et plus exactement de justifier, on va dire, la portance combinée. C'est une sorte de stabilité de fond de fouille. Et en fait, ça permet de déterminer tout de suite la longueur nécessaire pour l'emprise de la zone à renforcer pour garantir la stabilité externe, locale. Et puis après, évidemment, dans la deuxième étape, on peut affiner donc le choix de l'espacement pour garantir la stabilité vis-à-vis des mécanismes qui se développent à l'intérieur de la zone renforcée, donc des mécanismes de stabilité mixte, par exemple, etc. Donc, c'est la démarche que l'on a retenue donc, pour donner une estimation à titre indicatif. Mais néanmoins, intéressant à souligner, c'est que 7 à 8 mètres, c'est pleinement dans la fourchette qui était proposée par la majorité des participants. Voilà. Et donc, l'anthrax horizontal maximal des clous, bon, les propositions qui nous ont été communiquées donnent quelque chose entre 1,5 et 2 mètres, ce qui correspond, on va dire, aux ordres de grandeur habituels. Donc, les anthrax de 3 mètres sont rares, les anthrax de 0,5 mètres également. Donc, en général, on est quelque part dans cette fourchette-là. Et effectivement, dans le cas présent, avec 1,5 et 1,8, si on applique rigoureusement la norme 84-270 avec le formalisme de sécurité qui lui est associé, en fait, on aboutit à quelque chose de l'ordre de 1,5 à 1,8 mètres. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur ce troisième exercice. Je ne sais pas si Julien ou Jérôme, vous avez des compléments à apporter sur ce volet d'excavation. Effectivement, sur le deuxième problème concernant un écran de soutènement, comme tu le disais, il est clair que l'exercice présentait un certain flou sur la nature des efforts structuraux à présenter, la réaction d'appui, le moment fléchissant, et notamment s'il était nécessaire de fournir un moment pondéré ou non pondéré, un moment LU ou un moment LS. Au-delà de cela, il est clair que les méthodes de calcul disponibles pour le calcul des écrans de soutènement sont très variables. Et par rapport à ça, on peut mettre en évidence que la pratique française a fait des choix, a écarté certaines méthodes de calcul disponibles, comme les méthodes de Bloom qui pourraient s'appliquer, comme les méthodes de la ligne élastique. Et néanmoins, malgré cet écart-là, on voit bien que la position française affiche elle-même un intervalle qui est assez important, avec des moments ELU qui varient entre 200 et 310 kN. Et ça, c'est la réponse individuelle du comité technique qui met en exergue cet intervalle assez large.
Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je propose à Alexandre de prendre la main pour conclure cette première restitution. Tout à fait. Merci, merci Fad, merci à nos invités pour ces analyses. Donc, une première observation, c'est que les réponses reçues ont une dispersion notable dans certains cas, donc notamment dans les terrains sableux. Cette dispersion elle a deux origines principales. Donc, la première est l'interprétation des données géotechniques des terrains, donc qui peut mener à un jeu de paramètres de calcul différents selon l'interprétation. Et la deuxième est liée au formalisme des calculs, c'est-à-dire la façon dont les différents ingénieurs prennent en compte la sécurité, des hypothèses de calcul diverses, telles que les modes de mise en place d'un pieu, un diamètre des forages pour un clou, la position de la nappe phréatique et autres. Donc, une perspective intéressante qui s'ouvre est de refaire cet exercice, donc voire d'une façon régulière, en se concentrant sur un exercice précis, donc soit de fondation profonde, soit superficielle, mais en les séparant en deux parties. Donc, une première partant d'un dossier géotechnique réel, comme nous avons fait ici, et le même exercice partant d'un modèle géotechnique avec paramètres définis. Donc, cela permettra de cerner les sources de cette dispersion et d'améliorer la pratique et même de penser au domaine de la recherche. Donc, pour pouvoir tisser des conclusions plus précises donc, sur les aspects des dimensionnements que nous avons abordés ici, rendez-vous à Sydney en 2022. Donc, toutes les réponses seront intégrées à l'enquête originale pour constituer un dossier de réponse internationale. Et en ce qui concerne tout jugement type bonne ou mauvaise réponse, c'est uniquement en confrontant les résultats présentés ici avec des essais de chargement en vraie grandeur qu'on pourra mesurer en fait notre pratique de dimensionnement par rapport à la réalité de l'ouvrage. Donc, ce sera également l'occasion de comparer la pratique francophone avec la pratique internationale. Donc, avant de passer aux questions, sur la diapositive suivante, je voulais juste dire un grand merci à nos invités, Roger Franck, lors de la première séance, la séance introductoire, et notre mini-comité technique, donc Fad Kuiha, Jérôme Hassenet, Julien Habert. Merci aux associations qui ont fortement soutenu cet événement, les CFMS, le comité marocain, les groupes jeunes de la Société internationale et les Corporate Associates Presidential Group, aux membres jeunes qui ont contribué à l'organisation de cet événement, Jean de Sauvage et Ming-Tuan Wang, et bien évidemment à tous les participants, parce que sans votre participation, cette séance ne serait pas possible. Et j'espère qu'on pourra continuer à compter avec cette motivation et cette implication au sein de notre communauté pour les événements à venir. Donc, on va pouvoir passer aux questions. On va peut-être prolonger la séance éventuellement 10 à 15 minutes pour pouvoir répondre à toutes les questions. Il y en a pour l'instant pas beaucoup. Vous pouvez continuer à poser vos questions sur les chats. Donc, je passe à la première. Sauf si notre mini-comité veut rajouter quelque chose à cette conclusion. Donc, première question, Grégory Laurent. Bonjour, allez-vous fournir vos solutions analytiques, les solutions analytiques de vos estimations? Donc, la réponse est oui. Donc, en fait, ce qui est prévu, c'est de préparer un compte rendu détaillé avec à la fois d'autres types on va dire, de synthèses qui n'ont pas été présentées, donc des classifications par différentes méthodes de calcul venant des participants, etc. Et aussi, évidemment, la façon dont on a estimé nos résultats, donc à titre indicatif, évidemment, donc ils ne sont pas tous analytiques, évidemment. Mais voilà, donc il y a toutes les données d'entrée et les méthodes utilisées seront indiquées dans ce compte rendu détaillé. Ok, merci Fad. Donc, prochaine question, Stéphane Brûlé. Bonjour à tous. La restitution compare les méthodes retenues, mais l'influence du choix du modèle par chacun est-il déterminant selon l'analyse du comité? C'est quoi le choix du modèle? Le choix du modèle géotechnique? Il est plus déterminant que le choix de la méthode de calcul, ça c'est clair. Effectivement, on a la réponse à cette question-là. Comme disait Fad, il s'avère que c'est la pierre angulaire du sujet et que la plus grande partie de la dispersion vient d'abord de ce choix du modèle géotechnique.
Et donc, dans l'analyse qu'on va pouvoir produire, effectivement, il y aura la présentation du modèle précisément retenu pour pouvoir analyser l'influence de cette partie-là sur le résultat final. Je ne sais pas si on a un délai pour soumettre ces détails, parce que je pense que l'enquête, elle est toujours en cours dans d'autres pays, donc on ne pourra peut-être pas diffuser prochainement. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'Alexandre, tu peux commenter ce point-là. Je vérifie avec les organisateurs de l'enquête originale. L'enregistrement, on le mettra à disposition tout de suite après la présentation. Donc, effectivement, je pense qu'on peut à vérifier, mais je pense que ça pourrait être mis à disposition assez rapidement. Donc, voilà. Donc, je peux passer à la question suivante. Donc, c'est une question concernant les exercices de Debye, de talus. Quelles étaient les données d'entrée pour le calcul de bêta? Est-ce que tous les paramètres étaient estimés? Donc, pour les calculs de bêta, s'agissant d'un déblai, on va dire, à long terme, on s'intéresse à l'état limite ultime d'équilibre, donc avec une certaine réserve de sécurité, une marge de sécurité. Donc, le données nécessaire, c'est les propriétés de cisaillement effectifs. Donc, en l'occurrence, donc on a besoin d'un angle de frottement et puis d'une cohésion éventuelle. Et donc, ces paramètres-là, ils n'étaient pas explicitement donnés dans l'énoncé. Donc, il y a une part d'interprétation. Mais au fait, par exemple, dans le cas de terrain argileux, on a des indications sur l'indice de plasticité. Et l'indice de plasticité, c'est quelque chose qui marche assez bien pour donner une estimation de l'angle de frottement effectif dans une argile. Donc là, ça nous permet d'avoir un ordre de grandeur entre 20 et on va dire 22 degrés, 23 degrés de l'angle de frottement attendu. Et puis après, pour le cas des sables, là aussi, on n'avait pas l'angle de frottement directement. Donc là, il faut faire un choix. Et ce choix-là, il se base par exemple sur l'indication que l'on a à partir des essais in situ qui permettent de qualifier le sable de moyennement dense à dense. Donc on peut déterminer par corrélation la densité relative. Et ça permet de situer un ordre de grandeur de l'angle de frottement effectif à retenir. Et c'est la donnée essentielle pour faire l'analyse de stabilité. Ok, merci pour cette réponse, Fad. Donc, je vois sur les fils de discussion, je ne vois plus de questions. Donc, si vous avez encore une dernière question, on aurait encore une minute. Et si vous avez d'autres questions qui vous reviennent, donc n'hésitez pas. Donc, de toute façon, voilà, la préparation du compte-rendu va se faire pour qu'elle soit prête pour on va dire, le congrès de Sydney. Donc, on pourra toujours ajuster ou prendre en compte des remarques si vous en avez, notamment à la fois dans le choix des paramètres et dans le choix de... Donc là, je vois une autre question, est-ce que la dispersion des résultats ne vient pas de la définition de la cohésion? Alors, la dispersion de la cohésion effective, c'est ça? Donc, j'imagine que c'est par rapport à cette question-là. En fait, ce qui s'est passé pour le cas des argiles, d'après les réponses qu'on a reçues, il y a quand même pas mal d'estimations qui ont été basées sur la cohésion non drainée. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement, on va dire, approprié pour estimer la stabilité à long terme pour un déblai dans un terrain argileux. Voilà. Donc, je pense que ça vient de là, en fait. Les fourchettes hautes, ils viennent d'un calcul à partir de CU. Et j'espère que ça répond à la question qui était posée. Oui, ok, merci encore pour cette précision, Fad. Voilà, donc est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en tant que notre mini-comité technique? Sinon, je pense qu'on va pouvoir clore la séance. Très bien. Ok, ben c'est très bien. Donc, merci encore une fois à tous et une bonne journée à vous et à très bientôt, j'espère. Un grand merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous.